Let's go. Let's go. Bonjour tout Eh le bien, monde. bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. C'est top de vous avoir si nombreux à ce webinaire. Donc, bienvenue dans ce webinaire qu'on a intitulé The First 100 Days as a General Counsel. Et dans ce webinaire, nous, on part à la rencontre de General Counsel inspirants. Et notre objectif, c'est qu'ils nous partagent leur histoire et leur vision de la fonction légale dans les entreprises. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Adrien Van den Branden et je suis le cofondateur de Canyon, qui est une plateforme d'automatisation des opérations légales pour les juristes d'entreprise, justement. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir à mes côtés Gabriel Doré, qui est donc VP légal chez Miro. Donc, Gabriel, première question, comment vas-tu? Ça va bien, ça va très bien. Tout va bien. Je suis Super, contente d'être ici aujourd'hui. génial. Moi aussi, je suis sûr que tout le monde aussi. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques détails pratiques. Donc, le webinaire se déroulera en deux parties. Il y aura d'abord les premières 40-45 minutes où je passerai, Gabriel, au grill de questions que j'ai soigneusement préparées. Et puis, on terminera par une séance de questions-réponses de 10-15 minutes qui peut éventuellement déborder, sauf si tu as un hard stop, Gabriel, mais je pense que… Non, il n'y a pas de souci. Ok, Mais on verra s'il y a des questions déjà. Mais voilà. s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Et justement, on compte sur vous, tous les participants, pour quand vous avez une question, posez-la au fil de l'eau dans le chat. Et comme ça, à la fin de la première partie, on passera en revue les questions et on décidera ensemble avec Gabriel lesquelles, auxquelles on répond. OK, donc c'est parti, Gabriel. De toute première question, est-ce que tu peux te présenter, toi et ton parcours en deux mots? Deux mots, c'est pas beaucoup, mais alors oui, vous allez l'entendre de mon accent, mais moi je viens du Canada, donc j'ai fait mes études de droit au Canada et j'ai commencé ma carrière au Canada. Mhm. Euh, D'abord en cabinet d'avocat, je faisais du contentieux commercial. Et après, bah, j'ai complètement changé de voie et j'ai rejoint le monde de l'entreprise dans lequel je pars depuis plus de 10 ans. J'ai un parcours assez atypique parce que j'ai pratiqué le droit à la fois à Montréal, à New York également et à Paris depuis 4 ans. Voilà, j'ai un peu bougé. Je ne sais pas si tu veux que j'aille un peu dans les détails ou on verra un peu au fil de l'eau, Oui, mais voilà. peut-être rapidement les entreprises par lesquelles tu es passé, parce que tu es passé par, par Oui, donc en fait, ben, je suis passée par toutes sortes d'entreprises et toutes sortes d'industries qui étaient assez variées, in fine. Donc, le premier saut en entreprise, c'était au Page Jaune, donc l'équivalent de ce local en France, les bottins téléphoniques. Donc, il y avait beaucoup à faire à l'époque parce que c'était déjà une boîte qui était un petit peu en difficulté, malheureusement, et on avait énormément d'actifs à vendre, on devait restructurer le capital, et j'ai commencé à me concentrer un peu plus sur le contenu de notre site et faire des partenariats avec des boîtes tech. Et c'est un peu là que j'ai eu la piqûre de la tech. Et du coup, j'ai décidé de déménager aux États-Unis et d'aller faire un master, donc un LLM en droit des technologies à Berkeley. Et ensuite, ben, j'ai fait le barreau de New York. J'ai été recrutée chez Criteo à New York pour être responsable de tout ce qui était commercial pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et pour des raisons bien personnelles, j'ai décidé de déménager à Paris parce que mon conjoint est français et j'ai finalement abouti dans une société qui s'appelle Ubisoft, que vous connaissez sûrement aussi, qui opère dans le milieu du gaming, où j'étais responsable de tous les deals streaming, de distribution digitale, licensing avec les first party, donc ça c'est tout ce qui est console, Sony, Nintendo et autres, mais aussi les GAFA pour tout ce qui était streaming. Et pour finalement décider d'aller dans une beaucoup plus petite structure en pleine croissance qui s'appelle Miro et qui maintenant est plus vraiment une si petite structure et qui a beaucoup grossi depuis pour mettre en place finalement le département juridique. Donc voilà, beaucoup plus que deux mots, mon parcours, mon parcours juridique. C'est très bien. Ouais, donc, ouais, Page jaune, Criteo, un passage chez Ubisoft qui est d'ailleurs assez reconnu pour la modernité de son département juridique. Et puis après, tu as Tout à fait fait. le grand bain dans le monde des startups avec Miro. En, en quelques phrases, Miro, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait pour ceux qui ne connaîtraient pas? Donc, Miro, en fait, c'est beaucoup de choses. À la base, en fait, c'était une plateforme qui permettait aux entreprises donc, du B2B donc, de commander des photoshoots finalement de qualité
et un volume assez important de photoshoots pour toutes sortes de besoins, que ce soit, par exemple, nous, nos clients, c'est surtout des clients qu'on appelle dits food, en guillemets, donc ça peut être des Uber Eats, des Deliveroo, qui ont besoin d'énormément de photos pour leur plateforme. On a aussi l'aspect travel, donc ça va être des clients comme Expedia ou ça peut être comme Airbnb qui ont besoin également d'un énorme volume de photos également partout dans le monde. Le e-commerce qui s'est vachement développé aussi, donc c'est vraiment de la photographie sur demande. Et en parallèle, on a également développé une autre offre qui est plus une offre SaaS qui permet finalement d'analyser les images, de les reformater, de les éditer pour des sites qui ont déjà en fait du contenu visuel et qui ont besoin, ça serait surtout du UGC, comme on dit, User Generated Content en fait, pour optimiser les images et améliorer les taux de conversion. Donc ça, c'est le deuxième pan qu'on a développé récemment. Et évidemment, notre offre B2C qui s'appelle Spark, en fait. Donc, en termes de branding, on a décidé de s'orienter dans une autre direction, justement, pour vraiment distinguer à la fois le B2B et le B2C, qui se concentre essentiellement en ce moment sur le mariage. Mais l'objectif, c'est d'ouvrir cette offre davantage à plein de choses. Ça pourrait être les baptêmes, des photos finalement qu'on voudrait prendre dans notre quotidien. Et donc voilà. Donc c'est vraiment Miro, quand on parle de Miro, on parle image en fait. Et c'est un peu l'objectif de la boîte actuellement, c'est de toucher un peu à tous ces aspects de l'image. Ouais, super clair. Ouais, tout le développement de ces différents lignes commerciales avec à la fois du B2B, du B2C. Ouais, c'est pas mal de challenges pour un juriste et peut-être pour Oui, remettre puis un c'est pas les peu. mêmes challenges non plus, forcément. Oui, B2B versus exactement. B2C, c'est très différent. Donc, Ça change, hein. il faut vraiment s'adapter. Ouais. Ouais, tu changes de cadre avec le droit les problématiques de droit à la consommation, protection des consommateurs, Mm. etc. Top. Et ouais, peut-être pour remettre un peu de contexte pour les personnes qui nous écoutent, parce que moi, je me suis un peu renseigné et je sais que donc, tu as rejoint en juillet 2019, Miro. Février 2019. Février. Donc, c'est un petit peu, c'est 4 mois avant la série C, en fait, la levée. Ouais, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, tu me corriges si je me trompe, mais Miro avait levé 60 millions d'euros et employait Oui, 250 personnes. Donc, tu as rejoint en tant que première juriste à ce moment-là, c'est ça? oui, oui, tout à fait. Donc, Tout à déjà, fait. Donc, on était entre la série B et la série C. La série C a eu lieu en juin 2019. ouais. Et du coup, je suis arrivée peu de temps avant justement cette série C, quand tout était en train d'exploser, mais dans le bon sens en fait. Donc, on était en hyper croissance et il y avait plein de choses à faire en fait. Et il n'y avait pas de département juridique justement. Ouais, c'est dingue. Donc, on On pourra partait vraiment. from scratch, hein. Ouais, ça, on pourra en parler hein, en détail parce que c'est hyper intéressant parce que tu rejoins une boîte qui a quand même 250 employés, première juriste. Et peut-être pour donner encore le contexte, maintenant on est 2 ans et demi plus tard. Et Memiro est entre-temps devenue la sixième licorne française. Emploie plus de 450 personnes, donc quasi doublé de taille. Et surtout une boîte maintenant vraiment, vraiment globale avec des activités, j'ai noté bon, en Europe, au Japon, à Singapour, en Inde, aux États-Unis, même au Brésil. Donc sacrée évolution quand même. Toi, quand tu es arrivé avec une boîte qui avait déjà une certaine taille, est-ce que tu te souviens des premiers chantiers que tu as mis en place? Oui, en fait, je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui ont fait un peu la même chose que moi. Quand on arrive dans un environnement en fait, où il n'y avait pas de département juridique ou d'équipe juridique, on nous voit un peu arriver comme la maman ou le papa qui va gérer finalement tous les documents légaux. Ouais. Bon, c'est plus ma responsabilité, j'envoie ça au légal et c'est eux qui vont gérer. Donc, il y a vraiment l'aspect réactif en premier lieu à gérer. Et donc, ça fuse de tous les côtés et il faut être capable de prioriser les choses. Et c'est ça tout le challenge. On va y venir. Moi, j'ai trouvé une façon de le faire, je pense, qui a bien marché. Mais je Mhm. pense que chacun a sa façon de gérer ce genre de choses. Et évidemment, l'aspect aussi proactif, parce qu'il faut comprendre quels sont les vrais risques et les vrais enjeux de l'entreprise pour pouvoir mettre en place des veilles juridiques ou même mettre en place des initiatives qui feront qu'on évitera de se mettre dans des situations délicates par rapport à ces risques qui peuvent potentiellement devenir des risques avérés, en fait. Donc, Ouais. c'est très réactif et proactif et il faut essayer de tout combiner quand tout va très vite
et que tout est à faire. Et voilà, Mhm. vraiment, essayer de trouver une balance entre ces deux visions qui sont très différentes finalement. Donc, Ouais, voilà. et c'est vrai que pour avoir parlé à pas mal de juristes d'entreprise, surtout quand ils viennent et quand ils sont les premiers juristes dans la boîte, comme tu dis, hein, en fait, ils créent une sorte d'appel d'air où on a un coup toutes les demandes légales que les opérationnels ont en un coup viennent, enfin, tu les attires vraiment comme un aimant. Et donc, tu C'est pas commences. forcément des demandes légales, mais je pense que dès qu'ils voient un Ah ouais, document écrit, ils se disent, ah, ben, c'est plus moi, j'envoie au ouais, légal. ouais, Donc, voilà, exactement. c'est, Et euh, donc, ouais, un gros, gros on se travail. décharge en fait. On se dit, ah, ben, elle est enfin là, voilà, on va Ouais. lui donner ce qui lui revient. Mais ça me revient pas forcément. Donc, Et donc, mais ouais, bon, c'est normal, c'est des réflexes. ouais, et donc tu es bombardé de demandes au départ et donc du coup très réactif au départ. Et puis en même temps, il faut penser au chantier de long terme. Et donc, oui, tu parlais d'une méthode il y a tout à l'heure sur la manière dont tu as mis Ouais, en place. Tu peux nous en parler? donc en fait, ce que j'avais, comme tu disais, chez Ubisoft, c'était une équipe assez construite. Il y avait plein de bonnes choses sur lesquelles j'ai pu me reposer quand j'étais là-bas, dont un système de ticketing qu'ils avaient mis en place pour justement centraliser les requêtes qui étaient envoyées au légal et qu'on puisse plus facilement les dispatcher dans l'équipe. En fait, j'ai un peu repris ce concept. J'avais la chance d'avoir une juriste qui a rejoint mon équipe peu de temps après mon arrivée, donc 6 mois après, qui était très orientée tech Mhm, et du coup qui m'a vachement aidé à mettre ce projet finalement en exécution. C'est-à-dire que mon objectif, c'était de comprendre le type de requête qu'on recevait via un système de ticketing. Donc, on l'a fait via un Google Form. C'était vraiment basique à la base parce mhm, qu'on n'avait pas d'autres outils. Euh, pour comprendre justement le type de requête qu'on recevait, celles qu'on pouvait automatiser, celles qu'on pouvait arrêter de faire, celles pour lesquelles on pouvait créer des outils, genre des playbooks, des FAQ pour pouvoir y répondre. Euh, et en fait, grâce à ça, finalement, on a pu vachement optimiser la façon dont le légal opérait assez rapidement et prendre beaucoup de recul et déterminer finalement quels étaient les sujets sur lesquels on allait avancer, ceux sur lesquels on allait moins avancer, même savoir si on avait un besoin spécifique en termes de ressources internes, voire externes. Et si c'était à refaire, je le referais demain. En fait, je pense que le Legal Ops est hyper important quand on crée une fonction juridique, surtout quand on n'a pas de ressources présentes en fait sur place. Et donc, moi, ça m'a vachement aidé. On a un peu évolué depuis. Là, on a Asana, on utilise Asana plutôt que le Google Forms. C'est un peu plus clean en guillemets. Et aussi, c'est l'outil que toute la boîte utilise. Donc, c'est plus facile parce que c'est un peu difficile au départ. Les gens ont tendance à toujours t'écrire par mail ou sur Slack. ouais. L'avantage, c'est que si c'est un outil que toute l'entreprise utilise, forcément, ils seront plus amenés à y retourner et remplir le formulaire de Mhm. façon directe, en fait. Donc c'est vraiment ça qui nous a un peu permis de sortir la tête de l'eau plus rapidement qu'on l'aurait pensé, tout en ayant une très petite équipe, en fait. Ouais, hyper Voilà. intéressant. Et tu vois, ton système de ticketing, tu vois, quels sont le- les deux, trois grands apprentissages que tu en as tirés sur la manière de concevoir ce ticketing? Il Euh, faut que ça soit simple, en fait. C'est sûr qu'il faut que ton formulaire, il ne faut pas que tu compliques. En fait, l'objectif, c'est que les gens aient envie de l'utiliser et qu'ils reviennent, en fait. Donc, nous, c'est un formulaire très simple où la personne, tu vois, indique son nom, son département, évidemment, sa timeline. Donc, c'est nous qui définissons les SLA. Ça, c'est très important parce que si tu dépends des SLA, donc on a différents SLA, on va dire que c'est urgent, donc il faut qu'on vous fasse un retour dans les 24 heures. Est-ce que c'est juste une emergency, donc c'est dans les 48 heures? Donc, en fait, ils doivent sélectionner, donc ils savent un peu à quoi s'attendre. Si c'est juste une normal request, en guillemets, ben, ça va être 7 jours. Donc, voilà. Donc, on a défini aussi les SLA via ce formulaire. Donc, les opérationnels savent quels sont les délais aussi. Ensuite, ils indiquent le type de requête. Et ça, on a fait une espèce de rouleau. Ben, tu vois, c'est un truc où tu choisis finalement le type de document, le type de requête sur lequel tu as besoin d'aide. Une petite boîte pour définir un peu, pour mettre les explications et une possibilité de joindre le doc et voilà, ouais, c'est réglé. C'est ouais, très simple en fait. Et il faut vraiment
Ouais, en fait, si tu compliques les choses, bah, ils ne l'utiliseront pas, en fait. Donc c'est Hmm, pour ça qu'on ouais, a fait un truc formulaire vraiment tout simple, en fait. ok. Donc, si je résume, si je reformule avec mes mots, donc un endroit unique d'accès, donc vraiment un point d'entrée pour tous les opérationnels. Deux, ben, un formulaire simple qui peut être du coup compris et rempli par tout le monde. Et trois, des Mais SLA. c'est après, tu dois être capable de définir tes KPIs, en fait. C'est toi, il faut que grâce à ce formulaire, il faut que tu puisses aller chercher l'information qu'il te faut pour pouvoir améliorer les choses ensuite. Donc, Mhm. moi, c'était pour plusieurs raisons. C'était notamment pour comprendre le nombre de requêtes qu'on avait d'un point de vue recrutement, mais aussi d'un point de vue, comme je te disais, quel document on pouvait mettre en place pour répondre aux questions des opérationnels pour qu'ils évitent de nous solliciter. Ouais, Nous, on n'utilise pas Notion, mais on utilise Slide. Donc, on a également un wiki interne où les informations pour chaque équipe sont disponibles. Donc, nous, c'est là où on met nos FAQ, nos playbooks, nos guidelines. ouais, Et après, ben, il y a certaines choses aussi que tu pourrais arrêter de faire. Je te donne un exemple. ouais, À la ouais. base, nous, on envoyait tous les clients, les contrats clients, pardon, avant qu'ils soient envoyés finalement aux clients pour réaliser ensuite que sur ces contrats clients, il y en avait peut-être 5 ou 10 qui étaient signés. Et du coup, ben, ça ne valait pas le coup, en fait. Mhm. Parce qu'il y avait tellement un gros volume Mhm. qui nous demandait de les revoir. On passait énormément de temps sur chaque document pour faire des petits changements custom. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un closier, donc avec toutes les clauses alternatives qu'on avait pu voir, pour que les sales ops complètent eux-mêmes finalement le contrat, l'envoient au client. Et s'il y avait un retour, du coup, là, on allait revoir le document. Mais sinon, on arrêtait de revoir les premières moutures parce qu'on perdait un temps fou et de toute façon, le contrat n'allait peut-être pas être signé. Donc ça nous a permis, ce système de ticketing, d'arrêter de faire ce genre de choses. Et si on n'avait pas eu ça, on ne l'aurait pas su en fait. Ouais. Donc moi, ça m'a été très, 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 très utile et si c'était à refaire, je le referais. C'est sûr que je le referais. Mhm. Je pense Ouais. qu'il faut vraiment s'orienter sur les datas comme tous les autres départements, en fait. On a tendance à penser légal, on n'est pas du tout orienté données ou KPIs, mais au contraire, c'est Mhm. hyper important. Ouais, super enseignement. Donc, c'est en fait, dès que tu commences à mettre en place un système de ticketing qui te permet, toi, en tant que juriste d'entreprise, d'avoir les datas qui vont te permettre ensuite d'optimiser le traitement de certaines requêtes, soit pour des questions fréquentes, tu fais un simple playbook que tu rends accessible, comme ça tu n'as plus ces questions-là. Et puis pour tout ce qui est travail répétitif ici, ça t'a permis d'abandonner complètement ce système où tu créais en fait les contrats on behalf des sales. Et maintenant, c'est les sales qui les créent eux-mêmes. Et seulement s'il y a un retour des clients, alors là, toi, le légal, tu es informé. Et donc, un rapide calcul, tu disais qu'il y avait 5 à 10% des contrats qui étaient signés. Ça t'a fait économiser 90% du temps de Oui, mais traitement. c'était une technique sales, en fait. Ils avaient tendance à envoyer le contrat en espérant que le client signe directement. Mais bon, je pense qu'en tant que juriste, on sait tous que c'est très rare. Ils ne vont pas signer en bas de la page sans regarder en détail. Donc, c'est pour ça qu'on perdait un peu de temps, en fait. Je peux comprendre la technique. Je pense que c'était une technique pour essayer de motiver le client à signer directement, mais ça prenait un peu plus de temps, en fait. Et du coup, Et, il n'y avait pas de raison d'impliquer le légal aussitôt, en fait. ouais. Donc, Et donc, je retiens aussi la leçon d'essayer d'autonomiser un maximum les opérationnels pour pas qu'ils dépendent du légal. Et donc, autonomiser, c'est-à-dire leur donner les moyens en fait, de se débrouiller par eux-mêmes, soit via des playbooks, soit via ici un closier. Est-ce que tu as été aussi loin que pour leur permettre tu vois, de générer automatiquement des documents, tu vois, générer automatiquement non, non, malheureusement, il faut quand même garder un petit peu de recul sur ce genre de choses. En ouais, fait, nous, comme on est une entreprise B2B, forcément, on a nos sales, mais on a aussi une équipe sales ops qui est un peu le entre-deux, entre ouais, le légal et les autres équipes opérationnelles, financières et autres qui vont s'assurer que ils ont validé certains éléments avant de pouvoir envoyer justement un premier draft au client. Et donc, c'est un peu le tampon finalement entre les différentes équipes et c'est eux qui s'assurent que tout est bien
Mm. ficeler avant d'envoyer une première mouture justement au client. Ok, ouais, super clair. Si, si va bien, on va passer à une autre section. Comme tu as commencé en tant qu'avocate, Oui, ça remonte peut-être à loin, puisque tu es oui, ça remonte à loin. assez vite passé en entreprise, enfin relativement vite. Ouais. Mais est-ce que tu te souviens de comment s'est passée la transition du monde de l'avocature à celui d'in-house? Oui, oui. Ben, moi, pour être très honnête, j'ai un peu du mal à comprendre cette division entre Mhm. les avocats en cabinet versus les juristes slash avocats d'entreprise parce qu'en fait, en Amérique du Nord, on reste avocat en fait. Donc, je m'explique. Pour prodiguer des conseils juridiques, on doit être membre du barreau, qu'on soit en entreprise ou en cabinet. Et donc, on est protégé par le secret professionnel, peu importe qu'on soit en entreprise ou en cabinet, en fait. Donc, cette distinction, elle n'est jamais vraiment venue me chercher, même si je sais que c'est très différent en France et dans d'autres pays européens. Euh, pour moi, je ne vois pas pourquoi on aurait renoncé à ce droit parce que, en fait, je trouve que ce n'est pas du tout des, des rôles qui s'opposent, en fait. On est très, très complémentaires parce qu'on ne fait pas les mêmes choses, en fait. Et si tu as raison, ça fait longtemps, en fait, que je suis passée, Mhm. je sais pas, dans le milieu In-house. de l'entreprise. Et en plus, ce que je faisais était complètement différent. Je faisais du contentieux, en fait. Donc, c'est sûr que en allant in-house, ça allait être différent, tu vois. Donc, parce que c'était vraiment une spécificité propre, tu vois. Et donc, pour moi, en fait, c'est que c'est très complémentaire parce qu'un juriste d'entreprise ou un avocat d'entreprise sera forcément beaucoup plus dans le day-to-day, gérera beaucoup plus les aspects opérationnels, sera beaucoup plus un business partner Ouais. qu'un avocat qui, lui, est très, très important aussi. Un avocat en cabinet est hyper important, justement, quand je te parlais du proactif tout à l'heure, tu vois. Donc, quand tu as Ouais, des risques qui peuvent c'est ça. potentiellement qui sont présents, que tu sais qui peuvent se réaliser, c'est important d'être bien épaulé par des bons avocats pour t'aider à établir ta stratégie. Mais aussi, tu as besoin d'experts aussi sur certains sujets. Mhm. Moi, je veux dire, moi, je considère que je suis plus une généraliste et des sujets sur lesquels ben, je suis moins à l'aise et forcément, il faut que je fasse appel à des experts et dans ce cas-là, il faut contacter des cabinets. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est juste, c'est deux rôles distincts, Ouais. mais qui se complètent en fait. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec toute cette question de privilege, legal privilege versus, toi. Et je trouve qu'en fait, dans les deux cas, on devrait être protégés, en fait. Et on a tous notre rôle à jouer, on a tous notre part de gâteau et on est tous très importants dans l'écosystème légal, en fait, au juridique. Ouais, ouais, c'est vrai que ouais, en Europe continentale en tout cas, ouais, dès que tu passes du côté de l'entreprise, tu perds ce legal privilege. Tout à fait. Ouais. Euh, et donc, ouais, du coup, le juriste d'entreprise dans une société européenne mais perd en compétitivité par rapport à un juriste d'entreprise de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, ouais, c'est vrai que c'est assez fou comme développement. Euh, mais je me demandais si au niveau de, tu vois, de la posture, tu vois, quand tu es avocat, finalement, ton client, toi, tu vas lui donner un conseil, mais c'est jamais toi qui vas l'implémenter concrètement, puisque dans l'opérationnel en tant que tel, ben, c'est l'entreprise qui Ouais. va s'en charger. Alors que toi, en tant que-in-house, ben oui, là, tu vas peut-être recevoir des conseils, mais à un moment donné, c'est toi qui vas, en tant que business partner, devoir dire, OK, ben, je pense que pour le bien de l'entreprise, il faut faire ça. Euh, est-ce que, tout de même, est-ce que tu as ressenti ce changement dans la posture ou alors est-ce que du côté anglo-saxon, américain, on est un peu plus dans cette posture déjà de base, tu vois? Mais c'est sûr que mais c'est ça, ça revient un peu à ma première réponse, c'est que comme tu es plus dans le day-to-day, forcément, tu vas mener le projet de A à Z Mhm. et tu vas aller chercher, tu vas faire appel à ton avocat en cabinet pour des besoins un peu plus ponctuels, en fait. Tu ne vas pas lui demander, sauf si vraiment tu es, débordé et tu as vraiment besoin que la personne s'implique de A à Z et mette en place les bons process. Là, elle aura plus un rôle de, en guillemets, de secondment et elle va venir aider sur ces projets. Mais moi, je vois, tu vois, je pense que mes avocats, en général, je les sollicite plus pour des besoins ponctuels,
pour des expertises particulières, en cas forcément de contentieux, parce que ça, on peut pas. Puis ça, même en Amérique du Nord, Ça les même, ouais. avocats d'entreprise ne feront pas de contentieux. Tu vois. Mhm. Tu vas les superviser, mais tu auras quand même des avocats externes pour t'aider. Tu vois. Donc, en fait, c'est juste que ton rôle est très, très différent, en fait. Mhm. Mais comme je te dis, c'est complémentaire, en fait. Et c'est sûr que c'est pas la même chose. Si tu veux être plus côté opérationnel, plus business, ben, pour moi, tu ne vas pas forcément aller en cabinet d'avocat. Si tu veux être plus un expert, il y en a, hein, il y en a qui aiment bien ce côté-là de leur Mhm. pratique, qui veulent justement devenir vraiment des pionniers de leur domaine. Ben, dans ce cas-là, moi, je pense que le cabinet d'avocat est vraiment la bonne structure pour se développer. Et en fait, je pense que les cabinets changent aussi. Tu vois, c'est plus, je sais que toi, tu étais chez Linklaters pendant un certain moment, c'est des grosses structures. Maintenant, tu as des structures beaucoup plus souples avec Mhm. des avocats qui sont beaucoup plus adaptés. Tu vois, ils se sont vachement plus adaptés aux besoins des startups ou des entreprises qui sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus réactifs. Et du coup, je trouve justement cette complémentarité se joue encore plus qu'avant parce que ben, ils te répondent vite, ils savent un peu ce que tu vis. Et du coup, ben, tu peux vite répondre à tes problématiques grâce à ce genre de structure plus souple. Oui, et c'est clair il y a vraiment beaucoup plus de valeur à avoir de la perméabilité, une plus grande perméabilité entre les deux, entre cabinet d'avocat et, Oui, et entreprise. Parce que de plus en plus aussi, on demande au cabinet d'avocat d'être au courant du contexte de là où on est l'entreprise, d'aussi être beaucoup plus pointu sur la réelle occurrence d'un risque juridique et donc d'être beaucoup plus proche des opérations. Donc, ouais, hyper intéressant de voir ce phénomène se développer. mais moi, Euh, pour moi, franchement, c'est ça que je dis, c'est qu'on est là pour... on a des rôles différents, mais très importants. mhm. C'est un tu as besoin de l'un et l'autre pour fonctionner, en fait. Ouais, Donc, clairement. Ouais, mais juriste pour que ça d'entreprise, marche pour une entreprise, en fait. juriste et avocat clairement complémentaires. Super pour ce passage. Je voulais passer aussi un petit peu sur l'enjeu de l'internationalisation, puisque Miro s'est développé Oui. international vraiment à une vitesse assez impressionnante. Est-ce que tu sais me dire dans combien de pays Miro a des activités? Ben, alors, on a 7 filiales à l'étranger, Oui, mais on opère dans plus de 70 pays parce qu'on a des photographes qui sont amenés à faire des photoshoots finalement pour nous et pour des clients dans plusieurs régions finalement dans le monde. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé, on ne peut pas ouvrir forcément des filiales dans les 70 pays en question, puis ça n'avait aucun sens d'un point de vue business. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déterminé finalement les régions dans lesquelles mhm, ça avait le plus de sens finalement d'avoir une présence. Et du coup, on a ouvert des filiales sur place. C'est sûr que moi, j'ai un background, comme je dis tout à l'heure, assez nord-américain. On travaille majoritairement en anglais chez Miro et surtout dans le département juridique. L'ensemble des contrats sont signés en anglais, sauf évidemment les contrats français. Moi, ce que j'ai cherché dès le départ, c'était avoir une équipe qui parlait bien anglais, qui était plutôt internationale. Euh, mais aussi, il faut savoir bien t'épauler. Donc, on a créé les premières moutures, je dirais, contractuelles euh, en anglais. On oui. s'est assuré que ça avait du sens d'un point de vue droit français. Et ensuite, on est allé en local. Moi, j'avais des experts locaux pour m'assister, pour m'assurer que ça avait du sens également Hmm. en vertu Et, des droits et- locaux. ouais. Et comment tu Euh, les as trouvés, ces avocats locaux? Parce que ça ne va pas être évident d'en Non, c'est sûr, définir. c'est pas évident. Oui. C'est vrai que ça, c'est un truc qui n'est pas facile, mais moi, j'avais l'avantage d'avoir travaillé dans des structures internationales quand même avant, donc j'avais déjà quelques contacts d'un point de vue commercial. L'autre point qui m'a vachement aidé, c'est le LLM. C'est fou parce que j'ai rencontré des gens de partout qui Ouais, sont j'imagine. également des avocats ou des juristes, qui donc un super réseau. C'est fou, c'est inestimable en fait, Mhm. les réseaux que tu peux créer grâce à ces études à l'étranger.
Et l'autre aspect, ben, je vais faire un petit coup d'ose à Audrey et Pierre, mais toi, tout ce qui est Fleet Network, par exemple, donc ça, c'est le réseau de Oui. juristes en IT en France. Je sais qu'il y a vachement de questions qui peuvent se poser sur ça. Moi, je fais partie d'un réseau similaire aux États-Unis pour les femmes d'ici. Donc, Mhm. tu peux facilement trouver des conseils et les gens sont prêts à te parler pour te donner leurs impressions. Donc, ça, il ne faut pas avoir peur de demander autour de soi et c'est comme ça en général que tu peux trouver des bons conseils locaux parce que c'est vrai que forcément, tu ne connais pas tous les pays. Par exemple, moi, en Inde, je ne connaissais pas du tout le marché et j'ai dû justement contacter plusieurs personnes dans ces réseaux pour trouver un avocat qui était bien et je n'ai pas hésité à le recommander ensuite à d'autres personnes qui m'ont demandé Hmm. des recommandations de leur côté. Ouais. Donc, il faut vraiment faire appel à ces réseaux. Ça, je pense que c'est hyper important. Et l'avantage, c'est que ça se développe de plus en plus euh, dans la communauté juridique en France. Donc, pas hésiter à s'inscrire sur ce genre Ouais. de, C'est de génial parce que communauté. moi, instinctivement, je me serais dit, tiens, si je dois aller chercher des avocats en Amérique du Sud ou en Inde, j'essaierai de voir, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un cabinet d'avocats avec une présence globale et j'essaye de voir avec qui de pouvoir travailler et collaborer avec les différents offices locaux. Et toi, ton conseil, c'est plutôt d'utiliser ton réseau existant, des structures de GC, Fleet Network ici en France. Ouais, ça dépend ce que tu recherches. Tu vois. Mm. Je trouve que d'un point de vue commercial, contractuel, tu peux avoir des avocats locaux qui sont très, très bien, qui vont être plus sur le terrain, qui vont comprendre un peu plus les problématiques. Par contre, tu vois, des, pour des, tu vois, des dossiers un peu plus corporate, nous, on a attribué des BSPCE à des gens qui étaient pas des Français, en fait, qui Mhm. étaient résidents locaux et qui travaillaient pour nos filiales. Et donc, ça, tu vois, ce genre de problématique, je suis d'accord, il faut que tu fasses appel à un cabinet qui a un peu une Ouais, présence partout pour qu'il puisse centraliser justement ce type ouais, c'est ça. de Mais, requête et que tu comprennes justement quels sont les enjeux, ouais. quelles sont les solutions. Mais tout ce qui Mais est, par ouais, tout ce qui est par contre commercial, vraiment pur et dur, là, tu peux les faire en stand-alone avec un cabinet local. Ça Oui, marchera. puis je pense que c'est mieux, surtout parce Ouais. ils sont vraiment sur le terrain, ils ont une expertise Mm. aussi, soit en matière de contentieux, ils ont beaucoup de recul. Et moi, j'ai toujours tendance à privilégier les cabinets locaux que les grosses structures pour ce genre de besoins. Mm. Mais comme je te dis, pour le corporate, c'est différent. Le corporate, je pense que c'est important d'aller justement avec Ok, une grosse structure qui va pouvoir centraliser les différentes demandes et qui va te permettre d'avoir une vue d'ensemble qui est nécessaire pour ce genre de choses, en fait. super clair. Et du coup, forcément, avec tous ces pays, mais non, enfin, c'était déjà assez dur comme ça d'avoir les demandes de tes opérationnels en France et peut-être aux États-Unis. Mais maintenant, tu as des demandes qui viennent mais des plus de 70 pays dans lesquels tu es actif. Est-ce que c'est toujours le même système que tu utilises? Donc, Ben, c'est 7 pays parce que j'ai pas, comme je te dis, j'ai pas des salariés partout ouais. dans mes 70 pays, une chance Mhm. d'ailleurs. Ouais. Mais oui, c'est le même système. Ils savent tous qu'il y a le Legal Request Forum sur Asana. Parfois, il faut le rappeler, mais non, Mhm. ils sont très au fait de ce qui se passe. Génial. Voilà, pour l'instant, on n'a pas de juriste en local. Mon équipe est vraiment basée à Paris Ouais. et on gère les requêtes Ouais. pour Et Miro Group, donc, en fait. ce serait tout fait en anglais, puis vous répartissez les demandes Mm. entre vous. Et s'il y a des besoins vraiment de droits locaux, là, vous avez chacun, enfin, vous avez constitué votre réseau d'avocats locaux chez qui vous pouvez rediriger Tout les à questions. fait. Parfois, tu peux avoir des barrières de langue. Par exemple, le Ouais, aussi, hein. Japon, on a souvent des Ah, clients qui veulent que le contrat soit en japonais, mais dans l'équipe, on ne parle pas, on parle pas japonais. Et du coup, souvent, ce qu'on va essayer de faire, c'est négocier le contrat en anglais pour ensuite le faire traduire. Ou s'ils insistent vraiment pour négocier en japonais, ben, on a des conseils locaux pour nous aider. super clair. OK. Donc voilà. Euh, du- merci pour les infos ici sur l'internationalisation. Hyper intéressant de voir comment tu as constitué ça. On va passer une autre section qui est celui plutôt de la vision de toi, ton rôle de juriste. Parce que j'ai vu qu'il y a un an, ben, tu as eu un changement de titre. Tu es passé de Head of Legal à VP Legal. Est-ce que tu Mhm. peux expliquer le pourquoi du comment de ce changement? Oui, oui. Alors en fait,
Écoute, je pense que pour moi, j'ai une vision du juriste qui est peut-être un peu différente de la vision de certains juristes en Oui, France, parce intéressant. que souvent, on est vu comme une équipe support, en fait, Ouais. tandis que moi, je crois qu'un juriste a vraiment un rôle stratégique à jouer pour l'entreprise et également dans le développement de l'entreprise. On est vraiment au cœur de tous les sujets. Je pense qu'on est une des équipes la plus sollicitées dans une entreprise. Oui, c'est parce que tu es, Euh, au centre, tu es vraiment enfin, il n'y a, pas un domaine dans l'entreprise où il n'y a pas un impact juridique. Et donc, toi, tu es un peu au centre de tout ça, finalement, puisque Tout le à juridique fait. touche à toutes les activités. Ouais. Donc, tu travailles avec tout le monde, Mhm. vraiment tout le monde, que ça soit sur les sujets clients, les sujets supply, les sujets, tu vois, procurement, RH, Euh, management, corporate, ça, c'est très, très, très varié, en fait. Et du coup, tu es au courant de beaucoup, beaucoup de choses. mhm. Et aussi, comme on te demande aussi de travailler sur l'ensemble de ces sujets, ben, il faut aussi que tu sois au courant de la stratégie et de la vision de l'entreprise, tu vois. Et moi, je pense que c'est un point sur lequel je me suis beaucoup battue depuis que je suis arrivée chez Miro. C'est que je ne considérais pas qu'on avait un rôle admin. On avait vraiment plus qu'un rôle support. On était là pour permettre à l'entreprise de se développer et permettre à l'entreprise de développer son offre commerciale. Et par conséquent, ben, je me suis un peu acharnée, mais ça a marché. Et tu vois, maintenant, non seulement je fais partie du CODIR, mais je gère aussi les CODIR. Donc, c'est moi qui gère l'agenda, évidemment avec l'aide de mes pairs, mais c'est moi, j'ai un rôle un peu plus de gouvernance qu'avant, Ouais, un peu où je, Secretary of the Board, c'est un peu, c'est ça que. ben, ça, c'est différent. Donc, le board, ça, de toute façon, ça, j'en fais partie parce qu'on est une SAS, tu as des obligations de toute façon Mhm. réglementaires qu'il faut respecter. Donc, il faut faire des PV, voilà. Mais le CODIR, c'est ton instance, en fait, de leadership dans une Ouais. entreprise où, en fait, tu discutes des sujets qui sont très importants en termes de stratégie. Et ben, il faut structurer aussi ce genre de choses. Donc, on a créé donc, on a mis en place des agendas, on a des comptes rendus. Donc, ça, c'est moi qui gère cet aspect. Puis, j'ai également mis en place une autre instance qu'on appelle le business meeting, qui, lui, s'adresse à un groupe un petit peu plus large. Donc, c'est tous ceux qui gèrent un PNL pour qu'ils soient au courant, justement, des différentes évolutions en termes de produits, en termes de vertical, en termes... Et ça a lieu une fois par mois. Et c'est vraiment un rôle qui me tenait à cœur, même si quand tu y penses, ce n'est pas forcément le rôle du légal, c'est souvent le chief of staff qui a tendance à faire ce genre de choses. Mais pour moi, je trouvais qu'on était dans une bonne posture pour justement gérer ce genre de choses. Et moi, je me vois beaucoup plus, je suis très en ligne avec la position de Pierre Landy sur le sujet, je me vois vraiment Mhm. plus comme des business partners que des juristes exécutants qui vont revoir des contrats à longueur de journée, en fait. Et ça, j'y crois beaucoup et c'est ce que j'essaie de véhiculer. Et je pense que ça a marché, tu vois. Donc, Mhm. Bah, félicitations. Ouais, moi je rejoins Pierre Landy là-dessus aussi. En tant que juriste, tu as une position unique dans l'entreprise où comme tu dis, tu es courant de tout. Et c'est toi qui es la mieux placée pour discuter et pour aviser sur les risques que prend l'entreprise. Et donc, de ce fait-là, pouvoir être au courant et influer sur les décisions stratégiques de la boîte, c'est essentiel. Donc, top que Miro t'ait fait confiance pour justement te permettre de rejoindre ces discussions-là. Euh, donc, concluons un peu le sujet ici sur la vision, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de l'interview. J'ai une dernière section abordée, celle du recrutement. Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui, dans l'équipe juridique? on est trois et là, on cherche une quatrième personne. Justement, Génial. là, je cherche quelqu'un pour m'aider en termes de sujets corporate parce que, comme je te disais, on a quand même quelques entités à gérer. Ouais, Il y a tous les enjeux aussi tu vois, de BSPCE, ce genre de choses aussi. Peut-être éventuellement, on verra s'il y aura peut-être la croissance externe, ce genre de sujet. Donc, tout ce qui ouais. est corporate compliance. Après, je pense qu'on n'est pas les seuls à recruter parce que le Mhm. marché de l'emploi n'est pas facile en ce moment. Il y a eu plein de levées de fonds et c'est bien alors, ça veut dire qu'il y a plein de juristes qui sont en demande ou qui sont demandés plutôt. Donc, c'est top, Mhm. mais
je Ouais, donc cherche, ça comme crée beaucoup des d'autres films. startups et d'autres entreprises, Oui, la perle rare. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas évident de trouver le talent. Et justement, toi, qu'est-ce que tu cherches dans un profil juridique? Quels sont les éléments qui sont importants pour toi? vraiment, pour moi, un bon juriste d'entreprise, c'est quelqu'un qui est à la fois rigoureux et qui a ce côté un peu, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est quelqu'un qui a ce sens business opérationnel et qui va chercher à comprendre le produit dès son arrivée, en fait. Et donc, Ouais, si tu as les deux, pour moi, ben, tu as tout pour réussir. Puis, il faut comprendre aussi que c'est compliqué, hein. Toute prise de poste, c'est pas facile, en fait. Qu'on change d'entreprise, même si que tu changes de l'avocature, comme tu disais, à l'entreprise, c'est difficile aussi, mais juste commencer un nouveau poste, c'est jamais facile dans tous les cas. Donc, pour moi, il faut laisser le temps de toute façon chose. Il faut que, le juriste qui arrive prenne le temps de bien comprendre ce qui se passe, de comprendre l'entreprise. Mais pour moi, s'il s'intéresse au produit ou elle s'intéresse au produit dès le départ, essaie de comprendre comment l'entreprise est structurée et en plus a une certaine rigueur, ben, je pense que c'est la formule magique pour réussir en fait. Donc, il faut ok. être curieux en fait, je pense. Je pense que la curiosité, c'est hyper important. Ouais, et je retiens pour une boîte tech une affinité avec le produit, à comprendre en fait ce que. Ben, moi, c'est sûr. Moi, pour mon premier recrutement, ça a été clé d'avoir quelqu'un justement qui avait ce mindset très tech, qui m'a vachement aidé à mettre en place mes idées un peu farfelues d'optimisation et autres. Et c'est grâce à elle qu'on a pu évoluer aussi vite, en fait, pour structurer. Je pense que quand tu cherches à structurer la boîte, c'est très important cet aspect-là. Ouais, Pour structurer, je veux dire, ton département. Pardon. ouais, hyper intéressant. Et je peux rebondir là-dessus parce que tu vois, tu as une nouvelle catégorie de job hein, qui est en train de se créer, qui a fort vent en poupe aux États-Unis mais en France et en Europe, de manière générale, ça commence à arriver aussi. Ce sont tous les spécialistes Legal Ops qui, eux, ont Mhm. une vision qui, en principe, ne s'occupent pas ou très peu du contenu, mais sont là pour optimiser les process, automatiser grâce à de la technologie. Et ce que je retiens de ce que tu dis ici, c'est que euh, c'est un atout en tant que juriste traditionnel d'avoir cette inclinaison, cette touche legal ops, juste être à l'aise en fait avec les nouvelles technologies et savoir ce qui est possible. Parce que de plus en plus, même aux juristes, on leur demande de se poser des questions par rapport au process. Est-ce que c'est bien résumé ça? Donc cette touche legal Oui, ops, tout c'est à fait. important. Ouais. Mais je pense qu'elle est hyper importante et je pense que ça va continuer à se développer. Comme les Hmm. legal tech se développent, je pense que c'est essentiel pour nos métiers que tout ce qui est legal ops, legal design, legal tech avance dans la direction actuelle, en fait. Et je pense que c'est hyper intéressant. Donc, et moi, Super. j'y crois vachement, en fait. Je pense que la tech va être au cœur de nos métiers. Ça Mhm. éliminera pas nos jobs, on sera toujours aussi important, mais on a besoin d'optimiser les tâches à moindre valeur ajoutée, puis surtout créer des KPIs, en fait. C'est hyper important pour qu'on puisse justement garder ce rôle stratégique et s'imposer Mhm. dans la stratégie de l'entreprise, en fait. Ouais, super clair. Écoute, on va tout doucement arriver à la fin de l'interview. J'en profite pour de m'adresser aux attendees pour dire que si vous avez des questions, c'est le moment de les poser dans le chat. On a encore une petite section ici, mais donc n'hésitez pas et comme ça, on passera à la séance de questions-réponses parce que ici, c'est la dernière section, celle des Fire Rapid Questions. Je te pose une série de questions rapides et l'objectif pour toi, c'est de répondre en quelques mots ou une phrase. Est-ce que tu es prête? Yes, Ok. Alors, première question, Word ou Google Docs? Google Docs, c'est sûr. Je pense qu'une fois que tu as touché à la suite Google, c'est difficile de revenir. C'est même pas juste Google Docs, c'est Google tout court, en fait. C'est Mhm. vraiment, vraiment pratique, en fait. Parce que Top. en fait, tu peux tout suivre, les changements, les évolutions. C'est hyper facile à partager. Non, c'est vraiment top, en fait. Ouais, l'aspect Et je pense que collaboratif. Microsoft a du boulot. Il faut qu'ils suivent tranquillement aussi parce que une fois que, comme je te dis, c'est difficile de revenir en arrière. Ouais, je suis d'accord. Deuxième question, email ou Slack? Les deux. Le problème avec Slack, c'est que c'est souvent mal utilisé. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien de plus agressant pour un juriste que de recevoir un Slack pour qu'il, quand il pose une question parce qu'il veut avoir une réponse rapide.
Donc, c'est pas forcément toujours bien utilisé. Moi, j'ai tendance, en fait, nous, ce qu'on a fait chez Miro, c'est qu'on a une adresse legal@miro.com Ouais, une adresse ou centrale. qui est toujours copiée, en fait. Et l'avantage, c'est que l'équipe a accès, on a tous accès à cette adresse et c'est très facile, du coup, de rechercher les informations, savoir qui a fait quoi, même si on a aussi Asana qui nous explique, en fait, quels projets sont rentrés. Mais au moins, si jamais tu as besoin de savoir si le contrat a été renvoyé ou si, comment le dossier a évolué, bah, tu peux aller facilement chercher sur l'adresse générique pour trouver l'information. Donc, c'est un peu comme ça Intéressant. qu'on a Et tendance à c'est fonctionner. c'est donc une adresse unique que tu mets en CC ou en BCC Souvent, oui. ouais. Ben, c'est d'ailleurs là que toutes nos requests, tu vois, quand je te parlais au début, tous les requests sont envoyés sur legal@miro.com. Ah oui, Donc, ok. C'est ça. donc Donc, c'est comme ça. ok. Ouais. Et c'est là que tu vas triager les demandes et Ouais. alors, Ben, après, l'équipe est hyper proactive, tu vois, donc c'est bien. ouais. C'est pas C'est pas toi, forcément. ouais. C'est Non, pas toi c'est qui pas forcément. dispatch, c'est les gens qui savent quels Non. sujets ont des affinités et vident la boîte mail au fur et à mesure, hein, c'est Ouais. ça. Mais du coup, comme legal est toujours copié dans ses requêtes, ben, on est au courant, c'est facile de retrouver Voilà. l'information, en fait. Ok. Mais aussi, c'est parce qu'on n'est pas une trop grosse équipe, donc c'est plus facile aussi. C'est vrai. Mais voilà. Mais je pense que je trouve que les deux sont bien, mais il faut savoir bien utiliser Slack, en fait. Mhm. Très clair. Euh, Troisième question, s'il y avait une amélioration à apporter dans ta gestion du légal, ou si tu n'avais qu'une seule amélioration à améliorer dans ta gestion du légal, quelle serait-elle et pourquoi? En termes d'amélioration, je pense que c'est une bonne question, en fait. Je pense que ben, on peut toujours s'améliorer. Oh, oui, oui, en fait, oui, je sais ce qu'il faut. C'est notre fameux sujet corporate. Adrien, on en a beaucoup parlé. Oui. Je pense il y a encore des sujets très chronophages qu'on doit gérer, qui malheureusement, je pense, nous prennent encore beaucoup de temps, qui ont peu de valeur ajoutée, tu vois, pour tu vois, l'équipe juridique en tant que telle. Ça, j'aimerais bien qu'on trouve la solution magique. Mais bon, peut-être qu'on va la trouver, mais je trouve qu'il y a encore des trucs très, Mhm. très admin sur lesquels je pense qu'on doit encore craquer le truc, tu vois. Et Ouais. le corporate, c'est un des sujets, je trouve, où il y a Mhm. encore beaucoup, beaucoup d'admin et j'aimerais bien qu'on améliore ça, tu vois. Mais on est en bonne voie, hein. Je pense que Canyon fait beaucoup de travail justement pour que ces choses-là s'améliorent et tant mieux, tu vois. Merci de faire la pub, c'est sympa. C'est clair. Euh, Est-ce que tu as un livre ou un article de blog que tu recommandes? Ça Ouais, ben, peut... niveau livre, je t'avoue que j'ai pas trop le temps de lire, mais je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de newsletters. Ouais. Il y en a une en Des particulier. news, plusieurs, tu vois, j'aime bien Sifted, qui est un magazine en ligne anglais. Tu as Strictly VC. Je lis beaucoup sur les startups, tu vois, les différentes levées, ce genre de choses, les nouvelles tech. Donc, tu as Strictly VC aussi qui est très bien. Tu as un mec qui s'appelle aussi Benedict Evans, qui écrit aussi un blog assez intéressant. Évidemment, en français, tu as Aion qui est bien aussi, je trouve, pour les nouvelles juridiques. Mhm. Euh, ben, je vais encore faire un coup de aux flics, mais je trouve que tous les Legal Club Sandwich, c'est hyper intéressant ce qu'ils ont mis en place, donc d'apprendre les métiers de tous et chacun. Donc oui, il y en a pas mal. Je pense que c'est important de rester informé en termes ben, surtout dans les environnements dans lesquels on opère. Donc, moi, c'est sûr que mes newsletters sont plus orientés start-up, scale-up, ce genre de Mhm. choses, mais au moins, je vois un peu ce qui se passe partout. Et aussi, tu as des communautés aussi comme, ben, tu connais Duo aussi. Duo a créé leur propre, tu vois, Slack aussi, où tu peux échanger aussi avec des juristes Ouais. de la tech sur plusieurs sujets. Et c'est pas mal ça aussi. Ils organisent des webinaires, ce genre de choses. C'est très bien. Ouais, le réseau, en fait, hein, effectivement, Réseau, ouais, hyper important. c'est toujours une source inépuisable de contenu et de bons plans. Le problème, c'est que tu en as souvent trop, donc il faut trouver Ouais. le temps de les lire. Mais moi, j'aime bien, moi, c'est souvent mon petit rituel du matin en marchant au bureau. Je prends le temps de lire les différentes newsletters. C'est important, je pense, de rester informé. Tu as d'autres routines comme ça? Non, pas vraiment, j'ai pas vraiment le temps pour être honnête. C'est ma seule, j'ai la chance de pouvoir marcher au bureau, donc j'ai mon petit 20 Ouais. minutes de lecture et après, ben, on commence à l'attaque. Ok, super. Mais écoute, je propose qu'on clôture cette interview sur ces belles paroles. Et donc, merci d'avoir pris le temps de te livrer aujourd'hui.
Et donc, ce n'est pas encore tout à fait fini parce que s'il y a des questions de l'audience, eh ben, on va les poser. Alors, moi, je ne sais pas si j'ai accès au chat ici. Voilà, deux questions d'Arnaud. Alors, ouais, une question sur les outils, tu en as déjà parlé, mais est-ce que très rapidement, c'est peut-être plutôt en sous forme de liste, quels outils tu utilises pour t'aider dans le Ouais. département légal? Bah, c'est assez basique. À la base, franchement, c'était juste la suite Google, pour être Ouais, très honnête. On fonctionnait par Google Sheet et tu vois, même pour les contrats clients, on l'a encore d'ailleurs, c'est un obligation tracker, comme on l'appelle. ouais, Et c'est là où, à chaque signature de contrat, on rentre l'information, tu vois, de façon manuelle. Et on a créé des trackers, des extracts finalement pour toutes les équipes pour qu'ils aient les bonnes infos. Mais c'est fou. C'est pour ça que je te dis que je trouve que la suite Google est quand même très bien faite. C'est qu'on peut faire vraiment plein de choses avec cet outil. Et pour nos fins, nous, c'était suffisant. Asana, comme je disais, ben là, on a évolué vers Asana parce que l'ensemble des opérationnels l'utilisaient et franchement, c'est très bien, Asana aussi. Je pense qu'il y a plein d'outils qui sont top. C'est juste que nous, malheureusement, pour des raisons budgétaires ou autres, on n'a pas encore pu utiliser tous les outils qu'on voulait. Mais je pense que justement, c'est ce que je disais, Arnaud, avec Adrien, en ce moment, on regarde un peu ce qu'on peut faire en termes d'optimisation justement pour les documents d'attribution de BSPCE, ce genre de choses. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à contacter les différentes legal tech qui sont là justement pour nous aider. Mais, euh, mais voilà, moi, c'est vraiment la suite Google. Je trouve que ça m'a changé la vie parce que je ne l'avais jamais utilisé avant d'arriver chez Miro, en fait. Et d'accord. j'avais aussi quelqu'un qui était vraiment capable de bien les utiliser. Donc, ça m'a vraiment aidé aussi, puis elle m'a montré comment les faire. Mais Ouais. donc, je dirais que c'est vraiment les deux outils de base qu'on utilise. Mais je suis ouverte à, tu vois, je pense qu'il faut continuer à regarder ce qu'il y a Mhm. d'accessible sur le marché, en fait. Ouais. Et je Et crois que tu as répondu à la deuxième question, hein, si tu as un outil que tu n'as pas encore, mais que tu aimerais avoir. Euh, ouais. Je pense que tu entre répondu à cette question. Euh, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont tombées? Si pas, moi j'en ai encore en stock. Euh, donc, oui, je vais laisser encore le temps aux gens de répondre. Sinon, moi parce que tu l'as noté dans l'interview, que toi tu te définis plutôt comme un profil généraliste. Et surtout quand tu es le premier juriste dans une boîte, euh, parfois le management peut avoir une mauvaise perception de tes compétences en tant que juriste et plutôt te voir comme quelqu'un qui est multispécialiste, c'est-à-dire qui est à l'aise dans tous les sujets, employment, corporate, commercial, IP, plutôt qu'un vrai généraliste, hein, qui sait en gros définir, qui sait de quoi on parle dans les différents sujets, mais qui a quand même besoin d'expertise pour pouvoir vraiment donner une réponse. Comment est-ce que toi, tu as fait face à ce défi? Déjà, est-ce que tu as ressenti cette perception quand tu es arrivé chez non, Miro? pas vraiment, non. Non. Non, franchement, non, je ne l'ai pas trop ressenti. Je pense qu'au contraire, souvent, les startups, les fondateurs et le management ont tendance à vouloir aller vite. Ils Ouais. sont bien contents si tu penches dans leur sens. Mhm. Euh, je pense que en fait, c'est ton rôle. C'est normal que tu ne sois pas spécialiste dans tout. Tu vois. Puis moi, en plus, j'ai changé pas mal d'industrie, donc forcément, Bah ouais. les risques ne sont pas les mêmes, les problématiques ne sont pas les mêmes. Je pense que c'est juste que l'atout vraiment d'un bon juriste, c'est d'être capable de s'adapter à la situation, être capable de vite évoluer, en fait. Euh, et je pense que si tu es capable de leur montrer que tu es, justement très agile et que si on change de direction, ben, tu vas être capable de te positionner et répondre rapidement. Je pense qu'ils vont te faire confiance ensuite pour le reste, en fait. Et il ne faut pas avoir peur de dire que quand tu ne sais pas, en fait, tu peux le dire, mais il y a des domaines qu'on ne connaît pas. Pour moi, il y a des domaines où je ne savais pas du tout, comme le droit social, moi, ce n'était pas du tout un domaine d'expertise que j'avais dans mon bagage et j'ai dû apprendre et je l'ai dit. Et tu vois, c'est pas grave de ne pas savoir. Tant que tu sais quand il faut que tu te fasses accompagner justement par les bons experts, que tu es honnête sur ces choses-là et que tu utilises, au Québec, on dit le gros bon sens, tu vois.
ben, Ouais. quand tu utilises ton gros bon sens, honnêtement, ça devrait bien aller. Je pense que c'est une question de transparence, d'honnêteté, d'adaptabilité. Si tu mets tout ça dans ton melting pot, ça devrait aller après. Et c'est pour ça, moi, j'ai pas du tout senti cette culture de la défiance par rapport à moi, en fait. Au contraire. Euh, je pense que le fait d'avoir été aussi ben, honnête sur mes capacités et mes limites a fait que, ben, il y a vite une relation de confiance qui s'est instaurée. Et je leur ai dit très vite quand il fallait justement qu'on fasse appel à des avocats et si ce n'était pas nécessaire. Et voilà, Hmm. Ok. donc, je pense que c'est juste une question de confiance en fait qu'il faut créer. Et ça dépend aussi de la relation que tu as avec tes fondateurs ou ton management. Mais moi, pour moi, la transparence a été très utile en fait. Super. Ouais. Donc, effectivement, c'est surtout ben, au départ de l'engagement, pouvoir créer cette relation de confiance en étant hyper honnête sur ses capacités. Et comme ça, le management, justement, sur base de cette confiance, toi, tu peux dire, OK, Mm. là, ce n'est pas mon domaine d'expertise, il faut faire appel à un spécialiste pour avoir une réponse définitive. Euh, Voilà. OK, ouais, super clair. Mais écoute, moi qui ai encore une dernière question, mais je ne pense pas. Euh, je pense on peut en rester là. Et c'est ici donc que se termine ce webinaire. Mais un tout grand merci, Gabriel, pour ton partage d'expérience. C'était Ben, vraiment ça fait plaisir. c'était hyper Merci Adrien. intéressant. Et merci Euh, à tout le monde. ouais, avec un grand plaisir. C'est vraiment un tout grand plaisir de t'avoir parmi nous. Et merci aussi aux participants. Et donc, merci aux premiers habitués, là, puisque c'est la deuxième édition du webinaire. On va en refaire, d'ailleurs. Donc, si le concept vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Dans 2 semaines, on va accueillir le General Counsel d'une autre licorne française, Alain Ben-Simon de chez Aircall. Donc, un webinaire à ne pas manquer. Et comme l'a rappelé Gabriel, ben, si vous avez des besoins en automatisation de vos opérations légales, ben, contactez-moi et avec toute l'équipe de Canyon, on vous bichonnera comme il se doit pour vous aider. Donc, merci encore à tout le monde. Merci Gabriel. Une bonne fin de journée à tout le monde et à très vite. Merci. Très bonne journée. Salut tout le Au monde. revoir. Au revoir.